Madame, Monsieur, bonsoir. Et ravi de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire Sur la brèche. Le docteur Pierre Claver Milogo est l'invité de ce dimanche. Juriste, écrivain, consultant, le docteur Milogo est chercheur en droit public au CNRSC, le Centre national de recherche scientifique et technologique, plus précisément à l'Institut des sciences des sociétés. Docteur en droit de l'université Ouaga II. Il a également été chargé de cours dans différents instituts et écoles supérieures de la place. Docteur Milogo, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur Koulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons 1 heure pour décrypter, commenter, analyser l'actualité nationale et internationale. Mais je voudrais, avant de commencer cette émission, parce que c'est une tradition sur la brèche, qu'on s'accorde quelques minutes pour faire plus ample connaissance avec vous. À commencer par cette carrière de chercheur que vous venez d'entamer à l'Institut des sciences des sociétés. Dites-nous rapidement comment est-ce que vous en êtes arrivé là. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur la RTB. Tout d'abord, j'aimerais signaler que le métier que je mène ne m'amène pas souvent à être présent sur les chaînes de télévision ou de radio, parce que nous passons une bonne partie du temps dans des salles de classe ou des amphithéâtres, ou plus récemment dans des laboratoires de recherche ou des bureaux. Donc c'est aussi un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer sur votre chaîne. Je vous en prie. L'espace public sur les médias publics est ouvert et il est ouvert à tout le monde, à tous les Burkinabés. C'est très gentil, M. Koulibaly. J'ai eu un parcours, comme tous les universitaires, en très grande partie à l'université. Tout d'abord, des études de droit après mon bac, notamment 4 années de droit à la faculté de droit à l'université de Ouagadougou, sanctionné par une maîtrise en droit public. C'était en juin 2006. Et puis ensuite, 1 année de Master 2 à l'université de Rouen, en Normandie, loin d'ici, et sanctionné par un Master 2 en droit public approfondi. Et puis ensuite, une thèse de doctorat entamée à l'université de Rouen en octobre 2008 et qui s'est achevée en mai 2016, donc 8 ans de thèse de doctorat. D'accord. Quand on pense recherche, on pense d'abord recherche scientifique et technique, ou en tout cas technologique. On ne pense pas directement sciences sociales, on ne pense pas directement droit. Alors, quel type de recherche l'on peut mener, en tout cas en droit, et surtout, quel peut en être l'intérêt pour les populations? Oui, c'est une excellente question parce que très souvent, effectivement, beaucoup de gens pensent qu'on ne peut faire de la recherche que dans des branches de la technique ou des branches des sciences pures. Mais il arrive aussi que dans le domaine de la recherche dite fondamentale, on puisse mener aussi des activités. En ce qui me concerne à titre personnel, je travaille sur des questions telles que le constitutionnalisme, parce que j'ai fait une thèse en droit constitutionnel, la protection des droits fondamentaux, la lutte antiterroriste, les questions telles que la protection des droits et libertés des citoyens par les cours constitutionnels. Donc c'est essentiellement les questions sur lesquelles je travaille, la théorie constitutionnelle aussi, et puis les droits étrangers. Donc du point de vue de ces questions-là, je prends juste un exemple. Sur la question de la lutte antiterroriste, sur laquelle je travaille beaucoup ces derniers temps, à cause bien sûr de l'actualité concernant notre pays, le Burkina, on se rend compte qu'il y a une problématique qui se pose. L'État doit faire face à une menace nouvelle, de nature nouvelle, et qui pose un certain nombre de défis nouveaux. Et il y a aussi la nécessité de protéger les droits fondamentaux, même dans ce contexte de la lutte antiterroriste. Donc le travail d'un chercheur comme moi, c'est de chercher à voir comment est-ce qu'on peut aider nos autorités à voter les lois qui sont les plus efficaces, et les lois aussi qui sont en même temps les mieux protectrices ou les plus protectrices, disons, pour les droits et les libertés des citoyens. Ce n'est pas évident pour nos députés
de pouvoir trouver la solution, voilà, de voter de telles lois, et des lois qui en même temps permettent de lutter efficacement contre le terrorisme, c'est-à-dire sanctionner les auteurs d'actes de terrorisme, les condamner, les poursuivre, et lutter aussi contre le financement du terrorisme, et en même temps assurer la protection des droits fondamentaux. Pourtant, il s'agit de deux impératifs de l'état de droit. Donc, par exemple, vous êtes en train de nous dire qu'il faut protéger les droits des terroristes? Quand on dit protéger les droits des terroristes, ça supposerait protéger des droits des personnes qui font du mal en quelque sorte. Moi, je ne poserai pas le problème dans ce sens-là. Moi, je poserai le problème en termes de droits des citoyens. Parce que les terroristes, avant d'être des terroristes, sont d'abord des citoyens, comme vous et moi, qui ont enfreint la loi sociale, la loi pénale ensuite, et voilà, qui doivent être mis face à leurs responsabilités. Et la meilleure personne qui est mieux placée pour décider de leur sort, ça doit être bien sûr les juges qui doivent appliquer les lois en vigueur. Mais avant d'être voilà, des personnes sanctionnées, mises en prison ou c'est pas exécutées, etc., c'est des citoyens comme vous et moi. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai fait des études de droit à un très haut niveau, donc je sais parfaitement ce que la loi autorise et ce que la loi interdit. Donc, j'ai de grandes chances de ne pas me trouver en contradiction avec la loi, même si ça peut arriver. Donc, si ça arrive, je suis un citoyen qui a violé la loi aussi. Et comme le terroriste qui a commis des actes très graves, qui a droit néanmoins aussi à toutes les garanties prévues par la loi, quitte à ce que les juges décident de leur culpabilité ou pas. Alors, on prétend que nul n'est censé ignorer la loi. Quelle peut être la pertinence d'une telle formule dans un pays où 80% de la population est analphabète et où le sentiment même d'appartenance à l'État pose quelque part problème, ou en tout cas n'est pas le sentiment le mieux partagé par la majorité justement de ces citoyens-là? L'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est un adage d'origine latine. Donc on sait que la discipline droit a de grands liens avec le latin, parce que c'est une discipline qui s'est développée dans l'ancien empire romain en Occident, avant de se répandre dans le reste de l'Europe. Donc, quand on emploie cet adage « nul n'est censé ignorer la loi », c'est pour dire que celui qui se trouve en infraction vis-à-vis de la loi était censé savoir que l'acte qu'il a commis est un acte délictueux. Mais je tiens à faire une mise en garde rapide, c'est que, bien sûr, comme vous le dites, si on vous dit que vous êtes en infraction vis-à-vis de la loi et que vous étiez censé savoir que l'acte que vous avez commis est une infraction, ça suppose que vous avez les capacités ou les moyens de vous informer, de savoir ce qui est permis et ce qui est interdit. Et donc, si ça vous arrive de faire ce qui est interdit, on peut vous punir, vous sanctionner, etc. Mais si l'État ne met pas à votre disposition les moyens de vous informer, les moyens de vous cultiver, les moyens de connaître ce qui est permis et ce qui est défendu, il est difficile pour cet État de proclamer après que vous êtes en infraction parce que vous ne saviez pas que l'acte que vous avez commis est une infraction. À ce sujet, je tiens à rappeler que le maître du droit, le juriste célèbre autrichien Hans Kelsen, qu'on présente souvent comme le plus grand juriste du XXe siècle, expliquait que dans un État, le système juridique peut être considéré comme globalement efficace si à peu près l'ensemble des normes ou la grande partie des normes du système est respectée. Donc ça rejoint un peu l'exemple que vous avez pris. Si les citoyens sont en majorité des gens qui ne respectent pas la loi, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit ils ne sont pas informés, soit ils connaissent la loi et ils la violent quand même. Donc il faudrait chercher à savoir pourquoi. Et si ça arrive, l'État est quelque part responsable aussi. Donc l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » n'a de portée ou n'a de signification véritable que si l'État met bien sûr à la disposition des citoyens les moyens de connaître ce qui est autorisé et ce qui est défendu par la loi. Alors, dans l'analyse marxiste, le droit se présente un peu comme le reflet des rapports de classe et de force
et des rapports de force qui existent dans la société. Subséquemment, la production législative elle-même apparaît comme étant, comme participant d'une certaine forme de consolidation et de renforcement justement de ces rapports de domination qui existent au sein de cette société. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez en tant que juriste? En tant que juriste, je ne suis pas personnellement très proche des idées marxistes, tout simplement parce que je pense que les rapports dans la société contemporaine, dans notre société d'aujourd'hui, ne sont pas forcément des rapports de classe bourgeoise à classe prolétaire ou classe dominée ou opprimée, si on peut s'exprimer ainsi. Je pense que c'était une réalité à une certaine époque, voilà, de l'histoire, qui correspondait à un certain rapport de force aussi sur la scène internationale, dans la lutte entre le capitalisme et l'idéologie marxiste. Aujourd'hui, je pense que cette lutte est dépassée et nous sommes à peu près d'accord que bon, la production législative n'est pas le reflet forcément des luttes de classe qu'il y a dans la société, bien que je suis d'accord que la loi peut refléter les aspirations, voilà, d'une certaine partie de la société ou les aspirations de certains groupes sociaux qui sont souvent présents à l'hémicycle sous forme de lobby par exemple et qui défendent certains intérêts particuliers. Alors, c'est la transition pour aborder l'actualité de la semaine, à commencer par le procès du putsch du 16 septembre, ouvert depuis le 27 février dernier. Énième report à l'audience du 9 mai dernier avec un procès renvoyé pour le 25 mai. Quel est le regard que vous portez sur ce procès-là? Tout d'abord, je dirais que c'est un procès qui commence à traîner en longueur, d'après ce qu'on constate. Et apparemment aussi, c'est un procès où il y a beaucoup d'acteurs de procédure qui n'ont pas été respectés et donc qui entraînent des reports successifs. Et tout à l'heure, nous étions en train de parler de la nécessité de protéger les droits fondamentaux, y compris pendant les circonstances exceptionnelles, telles que par exemple la lutte contre le crime organisé ou la lutte contre le terrorisme. On sait qu'à l'occasion de ce procès-là, sont jugés notamment deux personnages importants de l'ancien régime Compaoré, et notamment les généraux Diendéré et Bassolé. Et on sait aussi qu'il y a d'autres co-accusés qui sont accusés de faits très graves, notamment d'atteinte à la sûreté de l'État, du terrorisme et d'autres chefs d'inculpation. Et il est donc très très important que le procès soit équitable. Et pour que le procès soit équitable, il faut que toutes les garanties soient réunies pour que ces personnes qui sont poursuivies puissent présenter leur défense, quitte à ce que les juges maintenant décident de leur culpabilité ou de leur non-culpabilité. On sait que un des talons d'Achille du régime Compaoré qui s'est écroulé fin 2014, c'était la faiblesse du système judiciaire. Et une des aspirations notamment de la rue, qui a fait tomber l'ancien régime, c'était qu'un certain nombre de dossiers judiciaires pendants soient enfin résolus, et dont justement ce dossier du putsch. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent que la rapidité, la célérité ne sont pas toujours les meilleures solutions. Et si le procès traîne à longueur, si le procès prend du temps, il faut chercher à savoir pourquoi. Si les raisons sont justifiées, ça peut se comprendre. Et dans notre cas, on se rend compte que le procès traîne à longueur parce que, voilà, par exemple, les avocats invoquent le fait qu'ils n'ont pas le temps nécessaire pour préparer la défense de leurs clients. Ils invoquent un certain nombre d'autres arguments, voilà, qui sont liés à l'équité du procès. Et moi, je pense que c'est le rôle aussi des juges qui doivent conduire ce procès-là, de s'assurer que toutes les garanties du procès équitable soient respectées, et quitte à ce que le procès, bien sûr, traîne en longueur. Alors, sans jugement de valeur sur les motivations des uns et des autres,
on fait le constat quelque part que quand même dans la procédure, le déport semble être devenu l'exercice favori des avocats de la défense. Dans l'opinion, l'on finit par se demander s'il s'agit véritablement d'une quête de vérité et de justice ou bien d'une stratégie simplement pour faire enliser les choses. Dans tous les cas, les avocats ont toujours des stratégies de défense. Dans les cours de droit, dans les facultés de droit, on nous apprend quels sont les moyens de défense qu'on utilise dans les cours de procédure judiciaire. Donc, l'avocat utilisera toujours voilà, des artifices, des moyens pour pouvoir traîner en longueur ou bien pour pouvoir avoir du temps pour préparer notamment sa défense. C'est de bonne guerre de leur côté. Mais je dis que la décision ou la vérité est du côté toujours des juges. Et c'est aux juges de décider si voilà, le déport, comme vous l'avez dit, des avocats est justifié et si ça mérite l'ajournement et le report du procès, ou bien si on doit continuer le procès malgré cette situation. Je note que dans le cas du procès du putsch manqué, il y a notamment des avocats qui ont été commis d'office, même si, bon, on parle d'avocats commis d'office, même si, bon, la question aussi de l'équité du procès aussi est posée aussi par certains observateurs sur ce point-là. Donc, vous avez le sentiment qu'on n'est pas dans une situation de procès équitable? Un certain nombre d'arguments invoqués par la défense peuvent laisser croire que si toutes les garanties ne sont pas mises en œuvre, le procès peut être inéquitable à la fin, ce qui peut expliquer aussi l'attitude des avocats de la défense. Même si sur ce point, comme je viens de le dire tout de suite, la vérité est toujours du côté des juges qui connaissent très très bien ces dossiers-là et qui peuvent juger si l'attitude de l'avocat est justifiée ou bien si malgré l'abandon du client par l'avocat, il faut continuer le procès en commettant des avocats d'office. Mais si par exemple l'avocat n'a pas le temps de préparer la défense de son client parce qu'on lui donne, je sais pas, 17 000 pages ou 20 000 pages à étudier en quelques jours ou en 2 semaines, bon, à mon avis, c'est un argument qui peut être reçu aussi. Est-ce que vous avez conscience que ce juridisme est perçu par une bonne partie de l'opinion comme un langage purement ésotérique auquel il ne comprend rien? Oui, ça peut être compréhensible. On peut comprendre l'attitude de l'opinion parce que les gens sont lassés de plusieurs années, notamment de gouvernance, où il y a eu des dossiers pendant qui n'ont pas été résolus. Et les gens sont impatients de voir enfin que justice soit rendue, notamment pour les parents des victimes, notamment pour aussi les personnes qui sont tombées à l'occasion de ces événements tristes que nous avons vécus dans le pays. Et ça peut se comprendre de ce point de vue-là. Mais en même temps, bon, une procédure judiciaire est une procédure judiciaire et aussi on ne peut pas accélérer le procès et aboutir à un verdict qui ne serait pas valable. Parce que là aussi, il se poserait d'autres problèmes qu'il faudra encore résoudre. Et il vaut mieux s'assurer que toutes les garanties voilà, d'un bon procès soient réunies afin d'aller vers une solution voilà, qui serait acceptée par toutes les parties. Et surtout une solution qui serait valable en droit. Nous sommes bien partis pour qu'il n'y ait pas de procès contre le putsch et les putschistes du 16 septembre 2015. La loi ne doit pas être un instrument au service du bourreau pour malmener et achever sa victime. Fin de citation. Ce sont les propos dépités de Serge Bayala, qui est l'une des victimes du coup d'État. Est-ce que vous comprenez sa frustration? Oui, je comprends sa frustration parce que quand on se rappelle de ce que notamment certains membres de la garde présidentielle ont fait dans les rues de Ouagadougou il y a quelque temps, on peut comprendre que bon, des gens aient du mal à comprendre la lenteur de ce procès. Ça peut se comprendre. Mais on ne peut pas bafouer les règles de la procédure judiciaire pour satisfaire un besoin de justice qui est vrai et qui est légitime. Même si le besoin de justice est vrai, même si le besoin de justice est légitime, il faut respecter la procédure judiciaire et il faut respecter aussi les conditions de l'équité du procès. Même si on sait que voilà, un certain nombre d'actes flagrants ont été commis voilà, par ces
ces putschistes à l'occasion de ces événements. Il faut leur donner les garanties voilà, d'un procès équitable. Et les garanties d'un procès équitable, c'est décidé par le juge. Et c'est le juge qui sait pourquoi est-ce qu'il faut leur accorder le temps pour préparer leur défense. C'est le juge qui sait pourquoi est-ce que si l'avocat décide de quitter son client, il faudrait peut-être comprendre ces situations, ou bien si le comportement est exagéré, s'il faut remplacer l'avocat. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que finalement ce procès va se tenir et qu'on aura au fond, que le débat en tout cas au fond aura lieu et qu'il y aura un verdict dans cette affaire? J'évite de préjuger, j'évite de juger l'issue des décisions des juges avant qu'ils ne les rendent. Ce qui est sûr, c'est que le procès a commencé. Et la volonté de tous les Burkinabés et surtout des victimes de cette période-là, c'est qu'il y ait un verdict et aussi des sanctions qui soient prononcées contre éventuellement les personnes qui seraient reconnues coupables de ces faits qui ont été relevés pendant cette période-là. Au vu du déroulement du procès, ce que je peux dire, c'est que ça va être long, ça c'est sûr, ça va probablement être long. Mais à mon avis, tout dépend de la volonté aussi des autorités judiciaires de faire aboutir ce dossier. Et pour l'instant, le garde des Sceaux, le ministre René Bagoro, n'a jamais affirmé qu'il était contre l'aboutissement de ce procès. Et les autorités en charge du procès au niveau du parquet et du ministère de la Justice n'ont jamais affirmé qu'ils étaient contre le verdict qui va être rendu dans ce procès. Donc il faut croire en leur bonne foi, que leur volonté est de faire aboutir le procès, jusqu'à bien sûr preuve du contraire. Alors au regard de ce procès, certains ne sont pas loin de penser que la justice est véritablement le problème au Burkina. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La justice est le problème au Burkina et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un problème du régime Roch-Kaboré, c'est un problème qui date depuis la 4e République de Blaise Compaoré, depuis un certain moment de ce régime-là. Il y a tout un ensemble de problèmes qui ont été enregistrés pendant cette gouvernance et qui ont contribué à donner à l'opinion publique le sentiment qu'il y a une justice notamment à 2 vitesses et que certains peuvent être privilégiés suivant leur position, leur classe sociale, leur appartenance à tel parti politique ou à tel club d'amis politiques. Et ça contribue à nourrir aussi le sentiment dans l'opinion qu'il existe une justice des plus forts et une justice des faibles. Et ça, c'est un point qui doit être absolument corrigé. Et à mon avis, ça fait partie des réformes que le régime Kaboré devrait mettre en œuvre assez urgemment pour rétablir la confiance entre les citoyens et puis la justice. Et vous évoquiez tout à l'heure le procès du putsch. Le procès du putsch, à mon avis, c'est une occasion pour les autorités de montrer que elles sont de bonne foi et qu'elles ont la volonté de faire aboutir tous les dossiers pendant que notamment la rue avait réclamé lorsqu'elle était sortie manifester fin 2014. Et le dossier du putsch manqué n'est pas le seul dossier. On a plusieurs dossiers, dont le dossier, par exemple, du capitaine Sankara ou le dossier du journaliste d'investigation Norbert Zongo, qui ne sont pas encore élucidés à ce jour. Le dossier de l'insurrection également. Voilà, exactement. Et donc, auquel la population tient particulièrement. Et je pense que les autorités qui sont en place actuellement ont compris ont dû comprendre en tout cas que ça fait partie des préoccupations très importantes pour les Burkinabés aujourd'hui. Et si on veut rétablir bien sûr la force du système judiciaire, si on veut faire de la justice un vrai pouvoir et redonner aux juges le pouvoir qui était le leur, il va falloir forcément résoudre ces questions-là. Alors, ce lundi, le ministre René Bagoro était devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève pour l'examen périodique universel, 3e exercice du genre pour le Burkina Faso. Le ministre Bagoro a été interpellé par un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni, notamment sur la question des Kolwego,
présentée, en tout cas qualifiée comme une milice justement par ces pays-là qui ont interpellé le garde des Sceaux, qui a répondu en expliquant qu'il s'agissait plutôt d'initiatives locales de sécurité. Cependant, au regard des dérives constatées, des mesures sont prises en vue de les encadrer. C'est en tout cas ce qu'a rapporté Bachirou Nana, qui est le directeur de la communication au niveau du ministère de la Justice. Voilà, quelle est votre perception de cette affaire? Le développement de ces groupes d'autodéfense rejoint en fait l'argument que je viens de mentionner tout à l'heure. C'est lié à la faiblesse du système judiciaire et aussi à la perception que les populations ont eu à un moment donné du fait que les forces de sécurité et le personnel judiciaire n'étaient pas en mesure de rendre justice et d'éviter un certain nombre d'actes préjudiciables dont ils étaient les victimes. Et c'est ce qui a amené justement le développement de telles initiatives et puis aussi l'adhésion de certaines parties des populations à ces groupes d'autodéfense. Cela dit, dans un état de droit, des groupes d'autodéfense ne peuvent pas exister parallèlement au système sécuritaire et au système judiciaire légal en vigueur. Donc, de deux choses l'une, soit ces groupes d'autodéfense sont intégrés dans le système de sécurité, le système judiciaire en vigueur, qui est légal, mais soit ces groupes d'autodéfense sont simplement mis de côté. Donc, il y a une des deux solutions forcément à envisager. Ce qui est sûr, c'est qu'il est difficilement concevable qu'ils continuent d'exister parallèlement au système légal. Et c'est justement pour ça, cette question que vous venez d'évoquer a certainement été posée à notre garde des Sceaux à l'occasion de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, la question de les mettre de côté, on a vu quand même ce qui apparaît comme une action d'éclat à Barça-Logo notamment, avec justement, en tout cas, ces présumés djihadistes arrêtés justement par les groupes d'autodéfense. Oui, mais mettre ces groupes d'autodéfense de côté supposerait que notre système judiciaire a retrouvé toutes ses capacités et que nos forces de sécurité sont suffisamment armées pour faire face aux défis sécuritaires nouveaux, notamment qui se posent dans le pays, en termes de grand banditisme et en termes de terrorisme, par exemple. Et tant que ce défi sécuritaire nouveau ne peut pas être relevé totalement par les forces de défense et de sécurité légalement en place, il va sans dire qu'il sera difficile de convaincre les populations locales qu'elles n'ont pas besoin du concours des groupes d'autodéfense. Donc l'État doit subordonner une partie de sa souveraineté en attendant de pouvoir retrouver toutes ses capacités. On va dire ça comme ça. D'accord. L'actualité, ce sont aussi les talismans de la polémique. Oui. 35 véhicules berlines achetés par le gouvernement, auxquels s'ajoutent 5 pick-up et 19 V8 pour une valeur totale estimée à peu près 3 milliards de francs CFA. Une fois la nouvelle rendue publique par le gouvernement lui-même d'ailleurs, la polémique s'est emparée, en tout cas de l'espace public sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous rentrez dans cette polémique? Je dirais qu'il est normal que les citoyens ordinaires trouvent que acheter un certain nombre de véhicules à un prix assez coûteux peut poser problème dans un pays tel que le Burkina Faso. Parce que nous sommes quand même dans un pays où une grande partie de la population a un niveau de vie pas assez élevé. Et il n'est pas certain qu'une bonne partie de la population ait à manger 3 fois par jour, par exemple. Donc, ce sont des questions qui amènent à se demander si il serait judicieux ou il serait opportun de mener, d'engager de telles dépenses. Mais encore une fois, il est normal que le gouvernement, il est normal que les autorités aient les moyens nécessaires pour mener leurs activités. Il est normal qu'on met à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour conduire les politiques publiques. Ça, c'est tout à fait justifié. Maintenant, là où se pose le débat, là où se pose la question, c'est le montant des fonds, c'est l'étendue des dépenses qui pose problème. La question de la réduction du train de vie de l'État est une question qui se pose depuis, et pas seulement sous la gouvernance Kaboré, mais même sous la gouvernance Compaoré, c'est une question qui se posait. Donc, on rejoint ici la question de la réduction du train de vie de l'État. Et quelque part,
Et quand un pays traverse une situation économique difficile, il est normal que tout le monde se serre la ceinture. Quand je dis tout le monde se serre la ceinture, c'est y compris bien sûr ceux qui sont au sommet de l'État. Et c'est normal qu'on leur demande aussi de limiter quelque part les dépenses. Même si moi, personnellement, je ne suis pas contre le fait que le gouvernement ait tous les moyens nécessaires pour mener ses activités. Le gouvernement a besoin de véhicules pour se déplacer, ben, c'est normal. Dans ce cas précis, qu'est-ce que vous dites? Ils ont eu raison ou ils ont eu tort? Dans ce cas précis, je trouve que, je vous donne ma réponse à titre personnel. Moi, je trouve que le montant des véhicules est peut-être excessif. Le montant est peut-être excessif. Mais l'idée d'avoir des véhicules pour travailler, non, je ne suis pas contre cette idée. En tout cas, le gouvernement, par son parole, dit qu'il s'agit d'une nécessité et non d'un luxe. Mais une partie de l'opinion, bien entendu, ne l'entend pas de cette oreille et en tout cas reproche au gouvernement Thiéba d'avoir perdu le sens de la mesure ou en tout cas des réalités. Comment est-ce que vous recevez ces arguments? C'est précisément ce que je viens de dire. Donc je dis que les dépenses sont excessives. Le principe des dépenses, je suis OK, d'accord, mais le montant est assez excessif. Donc, il faudrait aller dans le sens de la réduction du train de vie de l'État. Donc, pourquoi ne pas commander des véhicules un peu moins coûteux? C'est possible aussi. Alors, autre polémique, je voudrais qu'on parle à présent de la décision de délocalisation des conseils des ministres, donc qui est également un sujet qui a suscité beaucoup de débats. Sur la sellette, en tout cas, le gouvernement Thiéba explique qu'il s'agit de rapprocher les gouvernants des populations. L'opposition politique, en l'occurrence le CEPOP, estime en tout cas qu'il s'agit d'une campagne déguisée et une campagne pour laquelle la note de frais sera assurée par les contribuables burkinabés. Lequel de ces arguments vous convainc? Je dirais que dans le principe aussi, l'idée de délocaliser le Conseil des ministres n'est pas une mauvaise idée. C'est une bonne idée parce que, bon, c'est vrai que le Conseil des ministres se réunit traditionnellement au palais présidentiel et même dans d'autres pays, on voit que c'est le cas. Et par exemple, en France, le Conseil des ministres a lieu au palais de l'Élysée et dans d'autres pays aussi de la région ouest africaine, c'est dans les palais présidentiels. Maintenant, si le gouvernement estime nécessaire de se rapprocher des populations en faisant en tenant le Conseil des ministres dans les différentes localités du pays, ça peut être une bonne idée. Mais moi, j'ai noté que certaines personnes commencent à soupçonner un début de campagne présidentielle, notamment pour les prochaines échéances électorales. C'est ce que dit le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, voilà, qui parle justement de campagnes déguisées payées par le contribuable burkinabé. Donc, dans l'idée, le fait de délocaliser les conseils des ministres, c'est une bonne idée. C'est pas contre l'intérêt des populations burkinabées. Par exemple, si le conseil des ministres a lieu, je ne sais pas, à Koudougou ou à Kaya, par exemple, ça serait bien pour les populations, voilà, de pouvoir être proche des décisions qui vont être prises sur place là-bas. De façon pratique, qu'est-ce qu'on y gagne? Mais si ça doit coûter de l'argent au budget de l'État, il faudrait voir où est-ce que cet argent est défalqué. Si cet argent est défalqué sur les comptes du contribuable burkinabé, bien sûr que ça pose problème. Il faudrait dans ce cas-là ramener le Conseil des ministres tout simplement au palais pour limiter les frais. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes dans un pays voilà, dont les moyens sont assez limités et on ne peut pas se permettre voilà, d'engager des dépenses supplémentaires à tout moment. Alors, Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, est lui-même sur la sellette. En cause, il y a ce discours prononcé à l'occasion du 7e congrès du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Alors, un discours diversement apprécié en tout cas par l'opinion. Certains ne sont pas loin de penser que Zéphirin Diabré a purement et simplement, qui s'est complètement fourvoyé. Certains même vont jusqu'à penser que quelque part, le discours prononcé trahit les idéaux de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Par contre, parmi les soutiens de Zéphirin Diabré, bien entendu, on pense plutôt que c'est un homme politique qui a su saisir une opportunité politique. Quelle est votre analyse? Le parti politique CDP est un parti politique de l'opposition aujourd'hui, parce qu'il n'est plus majoritaire au Parlement.
Et M. Zéphirin Diabré est le chef de file de l'opposition politique. Et c'est tout à fait normal qu'il s'exprime ou qu'il soit invité à un congrès du parti CDP. Maintenant, les propos qu'il a pu tenir ou qu'il peut tenir à l'occasion d'un tel congrès sont des propos, bien entendu, qui n'engagent que sa responsabilité à lui. Et il ne les a pas tenus, je pense, en tant que représentant toute l'opposition burkinabé. Il les a tenus en tant que représentant son propre parti politique. Et donc, il faudrait limiter cette affirmation dans ce cadre-là. Ça répond justement à la question de ce que l'on pourrait considérer comme l'alliance entre le CDP et l'UPC. Pas alliance au sens formel du terme, mais du fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent tous dans l'opposition et que quelque part, ils soient obligés d'une façon ou d'une autre de défendre quelque part les mêmes positions sur un certain nombre de sujets. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément d'antagonisme à ce niveau-là. Parce que, comme je le dis aujourd'hui, le CDP est passé dans l'opposition, n'est plus dans la majorité. Et bon, en politique, il faut être réaliste. Aujourd'hui, ils sont obligés de composer avec l'UPC. Donc, dans le discours politique, ils sont obligés d'avoir les mêmes arguments, les mêmes justifications. Est-ce que quelque part, ce discours ne devient pas incompréhensible pour une partie de l'opinion qui ne se retrouve plus dans les discours qui lui ont été servis pendant toute la période d'avant-insurrection? Oui, mais la vérité d'aujourd'hui, c'est la vérité d'aujourd'hui. Et la vérité de demain, c'est la vérité de demain aussi. Donc, comme je le dis, ce qui est sur le parti CDP reste un parti important sur la scène politique burkinabé. Et il serait, ça serait un mauvais calcul, ou en tout cas une erreur, je pense, de la part des autres partis politiques de l'opposition, de vouloir faire cavalier sans, par exemple, le CDP. Donc, le fait de modifier le discours politique pour intégrer un autre parti, qui était bien entendu un parti rival de par le passé, ça n'a rien de choquant pour moi, ça n'a rien de particulièrement dégradant ou infamant. Ce qui est sûr, c'est que si le CDP ou les responsables du CDP étaient auteurs ou en tout cas coupables, reconnus coupables d'actes délictueux de par le passé, les juridictions compétentes sont là pour se prononcer là-dessus. Et le fait qu'ils étaient au pouvoir dans le passé et qu'un certain nombre de choses leur étaient reprochées ne les empêche pas de continuer d'exister politiquement comme toutes les autres formations politiques du pays. La question ne se pose pas en termes d'infamie ou non. La question se pose en termes de perspective pour Zéphirin Diabré et l'UPC lui-même. Voilà. L'analyse pour une partie de l'opinion consiste aujourd'hui à dire qu'en se retrouvant sur les mêmes positions que le CDP aujourd'hui, Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Comme si quelque part il était en train de se déconnecter de ce qui est sa base électorale. Est-ce qu'il faut faire le choix d'abandonner, je ne sais pas, un parti politique qui compte encore sur la scène politique et qui est très important encore dans le pays, et parce qu'on était opposé à ce parti-là dans le passé, plutôt que d'être réaliste et peut-être faire une alliance avec ce parti pour pouvoir aller un peu plus loin dans le futur aussi, dans ses ambitions politiques. Donc je pense que telle est la problématique aussi qui se pose aujourd'hui à M. Diabré, qui, voilà, moi je comprends tout à fait sa démarche. Il faut être réaliste et voilà, ce n'est pas une bonne stratégie à mon avis de vouloir exclure voilà, des formations politiques qui comptent toujours sur la scène politique, bon, sous prétexte que bon, vous avez des positions opposées ou des positions antagonistes de par le passé. Le réalisme politique impose de composer avec toutes les forces importantes du moment pour pouvoir espérer aller loin. Parce que je pense que la volonté de M. Diabré aussi, c'est de pouvoir inverser le rapport de force et pouvoir se porter un jour au pouvoir au Burkina. Et s'il veut y arriver, il ne peut pas ignorer les autres partis importants qui comptent sur la place, quelles que soient les oppositions idéologiques présentes ou passées qu'ils ont pu avoir.
Alors, autre sujet, réunion des ministres de la Défense des pays du G5 Sahel, ce jour même en tout cas à Ouagadougou, en vue du lancement des opérations de la force conjointe. C'est un pas important qui est fait en tout cas en avant dans la lutte contre le terrorisme. Oui, à mon avis, c'est un pas qui est fait en avant dans la mesure où depuis qu'on a assisté à la création du G5 Sahel, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, notamment sous l'impulsion d'un certain nombre de pays étrangers qui soutiennent ces pays membres du G5 Sahel, dont le Burkina fait partie. Et ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de résultats qui ont été engrangés sous l'emprise des actions menées par le G5 Sahel. Mais il reste encore, à mon avis, beaucoup de travail à faire pour arriver à éradiquer la menace terroriste dans la région sahélo-sahélienne. Alors, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dans un rapport récent, cité en tout cas par nos confrères du journal Aujourd'hui au Faso, estime notamment que la mise en place du G5 Sahel ne progresse pas à la vitesse requise. Il interpelle la communauté internationale dont l'engagement ne serait pas en tout cas à la hauteur des défis sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne. C'est une interpellation que vous comprenez? Oui, c'est une interpellation que je comprends parce que il y a un certain nombre de problèmes qui restent non résolus malgré la création du G5 Sahel, notamment par exemple le trafic de drogue qui continue, le trafic d'armes qui continue dans la région, l'instabilité des États. On parlait tout à l'heure des soubresauts politiques que le Burkina a connus ces dernières années. On peut parler aussi de la situation dans certains autres pays comme le Nord Mali par exemple. Donc, il y a aussi le fait qu'on se demande si le G5 Sahel a réellement aussi les moyens de sa politique. Donc, il y a un certain nombre de difficultés auxquelles cette organisation est confrontée et qu'elle doit résoudre si elle veut parvenir à atteindre ses objectifs. Donc, de ce point de vue, le propos de monsieur le secrétaire général des Nations Unies est compréhensible. Alors, on apprend du même journal, Aujourd'hui au Faso, que dans un communiqué en date du 8 mai, en tout cas Al-Qaïda au Maghreb islamique, menace notamment de s'en prendre aux intérêts occidentaux, particulièrement aux intérêts français, parce que justement, ils accusent en tout cas les entreprises occidentales d'exploiter les richesses de la région. Est-ce que c'est, dans l'analyse, vous direz que nous sommes à un cran au-dessus dans la menace terroriste sur la bande sahélo-saharienne? Non, je ne dirais pas que nous sommes un cran au-dessus parce que c'est un discours qui n'est pas nouveau de la part de cette organisation terroriste. On sait que Al-Qaïda au Maghreb islamique est opposé depuis plusieurs années aux forces de la région et aux forces occidentales aussi qui sont présentes pour les soutenir. Et on sait également que au-delà de la lutte armée pour éradiquer cette organisations terroristes et les autres groupes djihadistes qui sont présents dans cette région de l'Afrique. Il y a aussi d'autres enjeux stratégiques, géopolitiques et économiques qui alimentent les conflits dans la région. Al-Qaïda au Maghreb islamique, d'une manière générale, Al-Qaïda a toujours été opposé aux Occidentaux. Et ce n'est pas un discours surprenant. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet. Et là, c'est sur le front social. C'est la sous-section SINCHA du CHU, le Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, en tout cas, qui est en ordre de bataille. Les 7 et 9 mai dernier, le syndicat a observé un sitting suivi d'une marche en direction du ministère de la Santé. Et devant le ministère de la Santé, disons, ils ont eu comme seul interlocuteur le DRH, le directeur des ressources humaines de ce ministère-là. Yalgado est en train de mourir parce que tous les services fonctionnent au ralenti par manque d'équipement et de consommables. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais plutôt le secrétaire général du SINCHA. En tout cas, voilà pour le diagnostic qui est posé par le mouvement syndical qui menace de durcir sa position. Quel est votre regard sur le dialogue social difficile sur l'hôpital public au Burkina? Je dois dire que c'est un paradoxe parce que quand on analyse la présidence Roch Kaboré,
sur en tout cas les années qui viennent d'être accomplies. Le secteur de la santé est un secteur où il y a pas mal de réformes qui ont été menées et que, bon, globalement, c'est un secteur qu'on peut regarder comme étant une des satisfactions du nouveau régime en place. Mais comme je dis, paradoxalement, on constate que le dialogue social, notamment le dialogue avec les syndicats, est un peu difficile parce qu'il y a un certain nombre de revendications sociales et puis il y a un certain nombre d'acquis sociaux aussi que les syndicats veulent conserver, ce qui est compréhensible. Et il est normal aussi que voilà, le personnel hospitalier revendique de travailler dans des conditions acceptables et revendique un minimum de conditions pour pouvoir accomplir ses obligations. C'est le rôle du gouvernement de mettre les syndicats, de mettre le personnel, ou en tout cas de rassurer les syndicats que les personnels seront voilà, dans les conditions pour pouvoir travailler, surtout qu'il s'agit du principal hôpital du pays. Donc, quelque part, la position des syndicats est compréhensible, même si, à la décharge du gouvernement, on peut dire que le secteur de la santé est prioritaire, c'est vrai, mais au Burkina, presque tout est prioritaire. Et, voilà. Et le gouvernement doit être sur tous les fronts en même temps. Et ce n'est pas une tâche toujours facile. En tout cas, le Front social est toujours en ébullition avec les grèves et sittings annoncés du syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina et également la grève annoncée du syndicat national des travailleurs de l'agriculture, alors même que la remise à plat du système de rémunération des fonctionnaires s'est fait toujours attendre. Comment est-ce que vous analysez? Je dois dire que depuis que le nouveau régime est en place, on constate qu'il y a un certain nombre de mouvements sociaux qui sont enregistrés. C'est compréhensible quand on analyse le contexte dans lequel le régime est arrivé, puisque c'était suite à une insurrection populaire. Donc il y a un certain nombre de couches sociales et professionnelles qui ont revendiqué une amélioration notamment de leurs droits, des statuts, des conditions de travail, etc. etc. Et chacune des couches professionnelles s'attend à ce que sa demande soit prise en compte. Donc ça, c'est compréhensible. Maintenant, le gouvernement, à mon avis, doit essayer de traiter l'ensemble de ces questions ensemble justement. On a vu que, par exemple, de par le passé, il y a eu certains corps professionnels qui ont été pris en compte et que pour d'autres corps professionnels, ça prend un peu plus de temps. Donc, ça peut se comprendre que de ce point de vue, il y a une certaine frustration qui s'installe chez ceux chez qui les revendications tardent ou en tout cas mettent du temps à être prises en compte. Mais en tous les cas, il n'est plus question de règlement au cas par cas. Oui, justement, le règlement au cas par cas n'est pas une bonne solution à mon avis. Et le gouvernement devrait plutôt s'orienter vers un règlement collectif. C'est la décision en tout cas qui a été prise à travers notamment la mise en place justement de cette commission-là qui doit mener la réflexion. Et de ce point de vue, on peut espérer justement que les mouvements sociaux s'atténuent. Si la volonté, bien sûr, de ceux qui mènent ces mouvements-là est la prise en compte de leurs revendications sociales. Si bien sûr il n'y a pas d'autres velléités, notamment politiques, derrière ces mouvements sociaux. Mais le hic, c'est que les organisations syndicales ne se reconnaissent même pas dans le cadre du dialogue, ou certaines organisations en tout cas. Oui, et je le disais aussi tout à l'heure, c'est l'obligation, c'est le rôle du gouvernement d'établir le dialogue et de donner la confiance à ces différents syndicats. Si les syndicats ont l'impression qu'on les tourne en rond, bien sûr, ils se révolteront et refuseront de participer aux négociations syndicales. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a certains corps qui avaient été pris en compte et d'autres, ça tardait à venir. Et ça peut expliquer l'attitude de ceux justement qui refusent de négocier actuellement. Le fait assez rare pour être en tout cas souligné, le SYNATRAC, le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme,
qui salue l'action du ministre Abdoul Karim Sango. Dans un courrier à lui adressé et publié en tout cas par nos confrères de l'Obs, le secrétaire général de ce syndicat a dit reconnaître en lui la volonté de mettre fin, là je le cite, au sein des structures de son département, à l'injustice entre les travailleurs, au mauvais management du personnel, au favoritisme, à l'iniquité. Fin de citation. C'est une éclaircie dans un ciel plutôt nuagé entre le gouvernement et les syndicats? Tout à fait, c'est une éclaircie parce que les dysfonctionnements dans l'administration et les problèmes internes à l'intérieur des administrations ne sont pas ne constituent pas un fait nouveau. Et cette déclaration voilà, du syndicat du personnel du ministre Sango voilà, n'est pas une révélation fracassante. On est au courant du fait que bon, voilà, dans les administrations burkinabées, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui sont constatés. Et d'après ce qu'on a entendu des autorités, leur volonté est de réformer le système administratif. En tout cas, c'est ce qui a été affirmé dernièrement par le nouveau ministre de la fonction publique, notamment le professeur Seni Ouedraogo. Qui n'a pas, pour le moment en tout cas, reçu les félicitations des syndicats de son ministère, à l'opposé d'Abdoul Karim Sango en tout cas. Oui, je peux dire sur ce point que les progrès vont d'un secteur à l'autre et les progrès concernent un département ministériel et d'autres départements ministériels aussi sont en train de se mettre à l'œuvre pour pouvoir satisfaire les revendications des travailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du ministère de la Culture, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées, des actions revendicatives, notamment des manifestations sociales et qui ont amené justement le gouvernement à prendre en compte les revendications de ce personnel-là. Et c'est ce qui peut expliquer justement que le personnel aujourd'hui salue les réformes qui ont été introduites par le nouveau ministre à la tête du département. Bien sûr, le professeur Ouedraogo au niveau de la fonction publique a entamé un certain nombre de réformes dont on ne voit pas encore les résultats. Mais bon, j'ai bonne foi que les résultats ne tarderont pas à venir en ce qui concerne la réforme du système administratif burkinabé. En tout cas, les secrétaires administratifs et les agents administratifs vont aller en grève d'ici là. Hors de chez nous, je voudrais que l'on retienne le retrait des États-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Comment vous décryptez cette décision de Trump? Ben, on peut dire que les États-Unis ont entretenu pendant longtemps un bras de fer avec l'Iran au sujet de son programme nucléaire, son programme d'enrichissement nucléaire. Et la volonté des États-Unis est de maintenir un certain équilibre dans cette région du Moyen-Orient pour que l'Iran ne puisse pas devenir une force dominante et notamment menacer ses alliés de la région. Et c'est ce qui explique sa volonté d'empêcher l'Iran de détenir un jour l'arme nucléaire. Et l'accord que les États-Unis avaient signé avec les autorités iraniennes concernant l'arrêt du programme nucléaire est un accord qui était censé être respecté. Donc il n'était pas prévu, en tout cas au départ, qu'un jour les États-Unis claquent la porte et se retirent de cet accord. Et sans doute, la décision du président Donald Trump de se retirer de cet accord s'explique par le fait que les Iraniens, ou les autorités iraniennes en tout cas, ont exprimé ces derniers jours leur volonté de vouloir reprendre le processus d'enrichissement nucléaire. Et toujours est-il qu'à l'heure actuelle, il faut quand même noter que l'ensemble des autres signataires de l'accord se retrouvent dans cet accord de 2015. Que ce soit l'Europe, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, personne ne dénonce cet accord. Et la question notamment, disons, du non-respect de la parole donnée par l'Iran n'est pas jusque-là vérifiée. Trump se retrouve pratiquement être le seul acteur, même contesté à l'intérieur de son propre pays, sur justement cette décision de se retirer. Mais la politique s'analyse aussi en termes de prévisibilité.
Donc voilà, il faut voir les choses à l'avance. Trump a bien compris que voilà, les Iraniens ne respecteraient pas leur engagement. Et la preuve est constituée par les récentes déclarations des autorités iraniennes. Donc il préfère prendre les devants et se retirer d'un accord qui commence à ne plus l'arranger en quelque sorte. Et c'est ce qui peut expliquer sa décision. Je voulais qu'on aille en Europe pour parler du premier anniversaire du président français Emmanuel Macron à l'Élysée. 7 mai, donc, un an pour Jupiter à la tête de l'État. Un an après, est-ce que vous direz que la rupture et les changements annoncés ont été au rendez-vous? Un an après, c'est un peu trop tôt pour juger voilà, de la capacité du président Emmanuel Macron à réformer la France, parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a promis de changer la France, d'engager un certain nombre de réformes. Ce qu'on peut constater comme bilan, ce qu'on peut faire aujourd'hui comme bilan, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de réformes très importantes qui ont été engagées, qui ont été menées. Parfois, des acquis très importants au niveau social ont été remis en cause. On a vu par exemple les organisations syndicales se plaindre du fait que voilà, de l'argent a été retiré notamment à des personnes qui étaient un peu plus démunies, et qu'on a vu aussi que certaines réformes sont très controversées, c'est-à-dire très contestées au sein de la population française. Mais ce qui est sûr, ce qu'on peut constater, c'est que tout ce qui a été annoncé dans le programme à l'étape actuelle a été mis en œuvre. Donc, il y a une volonté, en tout cas affichée, marquée, d'exécuter ce qui a été promis. Maintenant, de là à changer la France, comme il l'a dit au début, il faut attendre encore quelques temps pour voir s'il y arrivera. Et la rupture avec l'Afrique? La rupture avec l'Afrique, je dois dire que sur ce point-là, malheureusement, la parole donnée n'a pas été respectée, parce qu'on constate une continuité des anciennes politiques qui étaient déjà en vigueur, qui se perpétuent en fait sous de nouvelles formes. Et on ne peut pas dire que sur ce point-là, il y a une véritable rupture. Ce qui est certain, c'est que la France, ancienne puissance coloniale, a toujours besoin de maintenir ses relations avec ses anciennes colonies. Et aujourd'hui, il serait prétentieux pour la France de vouloir se séparer voilà, de ces différents pays africains. Et les réseaux, les liens qui existaient depuis très longtemps entre la France et l'Afrique ne peuvent pas être coupés du jour au lendemain. On revient en Afrique pour parler plus précisément du Mali voisin, où le chef du gouvernement s'est rendu dans le nord du pays. Nous sommes un peu quelque part dans la perspective de la présidentielle malienne. Le chef du gouvernement, donc, à Ménaka, ça faisait près de 4 ans qu'un officiel malien, en tout cas un membre du gouvernement, ne s'était pas rendu dans cette région du pays, en tout cas. C'est un signe positif? Oui, c'est un signe positif dans la mesure où on sait que cette région du Mali est occupée, voilà, sous occupation d'un certain nombre de groupes djihadistes depuis quelques années. Et c'est un signe qui redonne de l'espoir qu'un jour le pays pourra être reconstitué. Et même si on sait que ça va être très compliqué, compte tenu des différents intérêts contradictoires qui se combattent dans cette région du Mali. On s'arrête là pour ce dimanche. Merci, Dr Milogo, d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, cher Monsieur Koulibaly. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Merci à vous d'être resté à notre compagnie. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB, avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.